Bienvenue dans C'est Culte sur Léa TV pour une émission spéciale au Festival international de la BD d'Angoulême. On y a rencontré Jean-Louis Gauthet, fondateur de la maison d'édition Cornelius, et Dominique Bertaille, dessinateur de Ghost Money, une série publiée chez Dargaud qui sort prochainement. Ce syndicat s'appelle le SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs. Il se constitue pour répondre à un besoin qui est de regrouper des éditeurs qui ont des pratiques, une vision du métier et des objectifs assez distincts de ceux des éditeurs industriels qui se sont regroupés au sein du SNE et que nous appellerons le BEDEF. Ce syndicat a pour but de faire évoluer certains comportements de la profession qu'on retrouve donc chez ces éditeurs industriels, qu'on peut retrouver dans la diffusion et la vente du livre, en espérant pouvoir réformer certaines méthodes un petit peu à l'image de ce qu'on a pu faire dans les années 90 lorsqu'on a amené des contre-propositions à l'album cartonné, qui était donc de faire au final des livres de format souple, en noir et blanc, essayant de réinventer à chaque fois le support pour s'adapter le mieux possible au contenu. Modèle qui a fini par s'imposer et par être repris. Donc on se dit que peut-être que puisqu'on a su faire par le passé des propositions qui ont fini par intéresser une large majorité de gens, on pourrait peut-être faire la même chose avec les comportements simplement. Donc le contrat le plus répandu, c'est un contrat qui engage l'auteur vis-à-vis de l'éditeur pour la durée de la propriété littéraire, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur. Donc si on le résume, ça veut dire que l'auteur signant un contrat s'engage à vie avec son éditeur et engage aussi les 2 générations qui vont lui succéder. On peut considérer aujourd'hui, à l'heure justement où le droit d'auteur est remis en question de façon assez dangereuse, qu'il y a là un abus, en fait. Il y a presque quelque chose d'amoral, en tout cas d'illogique, et d'assez, à mon sens, déséquilibré. D'autant plus qu'il y a au final assez peu de risques à faire des contrats qui soient plus écrits dans l'intérêt de l'auteur, puisque ça développera une relation de confiance qui sera bénéfique pour tout le monde, y compris pour l'éditeur. Donc effectivement, le SEA travaille actuellement sur un contrat type qui sera appliqué par tous les éditeurs membres du SEA et qui tiendra sur une feuille A4 recto verso. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de droits, tout ce qu'on appelle les droits annexes, qui peuvent comprendre les droits numériques, les droits audiovisuels, les droits dérivés, les droits de suite, etc. Je crois qu'il y a des états de lecteurs, on a des phases, et pour certains, ils cessent d'être lecteurs de bande dessinée, arrivent à un certain âge, d'autres continuent, cherchent peut-être parfois à reproduire l'émotion initiale qui était la leur lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Et puis pour d'autres, ils cherchent à approfondir, ils décident que c'est véritablement un art, majeur ou mineur, peu importe, et ils s'y plongent. À partir de ce moment-là, non seulement il n'y a pas de lecteur lambda, mais il n'y a pas de livre inaccessible. Pour moi, Crumb, c'est toujours amusant de le classer dans ce qui serait des auteurs difficiles. Pour moi, ça pose 2 questions. La première, c'est de savoir, est-ce qu'il est difficile parce qu'il appartient à une autre époque ? Pourquoi pas ? C'est possible, effectivement, les choses vieillissent, les contextes changent, les langages aussi, les formes d'expression évoluent. Et peut-être que pour des lecteurs d'aujourd'hui, Crumb est difficile à lire. C'est pas à mon point de vue, mais je peux entendre que pour quelqu'un qui a 20 ans, aborder Crumb directement, peut-être que c'est difficile. Surtout s'il a lu essentiellement du manga ou du comics. L'autre approche pour classer Crumb dans les auteurs difficiles d'accès, ça serait de dire que les sujets qu'il aborde et sa façon de les aborder le classe sur un plan politique parmi les personnes marginales, les auteurs à la marge de la société, à la marge du goût mainstream. Parce que c'est aussi là qu'il y a des friches, c'est aussi là qu'on peut créer des choses, défricher justement.
Et pour moi, c'est ça le rôle de l'éditeur. En tout cas, c'est ce qui fait l'intérêt. Pour le reste, faire du mainstream, c'est surtout un savoir technique. Et c'est pour beaucoup des compétences de gestion. Comme le livre, en fait, a été d'abord signé avec un éditeur américain et vendu ensuite à différents éditeurs dans le reste du monde, dont Cornelius, on peut effectivement supposer que Burns a fait ce livre, que nous avons acheté le droit et que nous l'avons produit à l'identique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Burns a longtemps travaillé sur ce projet avant de s'y mettre, et Cornelius a été le premier éditeur au monde à qui il a montré ce projet. Et c'est donc de nos discussions, oui, je pense que c'est de nos discussions qu'ont découlé le rythme et aussi une partie du design des livres tels que vous les avez vus. Sachant qu'entre l'édition américaine et l'édition France, il y a des différences. L'édition américaine, c'est un gros éditeur qui s'appelle Panthéon. L'édition américaine respecte certaines normes de l'édition, de la grande édition, de l'édition industrielle. C'est-à-dire qu'il y a un texte en 4e de couverture, il y a... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des détails, mais ce sont des détails que nous avons changés pour rendre le livre le plus net, le plus dépouillé possible de tout ce qui peut avoir un caractère marketing. Et par ailleurs, j'avais prévenu Charles que j'adapterais le livre, donc le lettrage par exemple, le dos qui correspond à une collection de Cornelius. Mais ça ne l'a pas dérangé puisque c'était aussi ce qui l'avait inspiré à l'origine. Et après, il peut y avoir des cas de figure où l'auteur ne fait pas du tout la couverture. C'est le cas avec les Japonais très souvent. Ils font jamais... Non, je me débrouille pour reprendre des dessins existants qui sont tirés de l'intérieur du livre ou que je trouve par ailleurs dans ma documentation. Et très fréquemment, je suis amené à composer des dessins à partir de bouts de dessin. Changer le paysage à l'arrière-plan, prendre un personnage là, un autre ici, pour arriver à construire quelque chose qui doit laisser absolument penser que l'auteur l'a dessiné lui-même. Et par exemple sur Tezuka, toutes les couvertures sont faites comme ça. Merci beaucoup. Angoulême, ça représente, c'est un peu une réunion de famille pour moi. J'y viens depuis que je suis au CM1 ou même un petit peu avant. C'est mon père qui m'amenait là. Et puis après, j'ai été étudiant ici à l'école, à l'atelier des BD des Beaux-Arts à Angoulême. Donc j'étais là derrière les premiers stands, mes premiers stands pour vendre les fanzines qu'on faisait avant. Et puis après, j'ai sorti mon premier album, donc du coup, je venais en tant qu'auteur. Et puis voilà, depuis que je viens en tant qu'auteur, donc c'est une longue continuité. Et c'est toujours un rêve de gosse quand je vois des gamins qui arrivent ou des gens qui arrivent pour des dédicaces. Je l'ai fait vraiment avant, donc je m'applique parce que je sais la valeur que ça a. Sur Ghost Money, en fait, il faut remettre dans le contexte. Moi, je suis venu, j'étais lecteur des articles de Smolderun dans les revues d'analyse de bande dessinée quand j'étais ado, donc je connaissais bien son boulot. Je suis venu à l'atelier de bande dessinée et la dernière année où j'étais là, lui est arrivé comme professeur. Donc du coup, on s'est tout de suite très bien entendu. On a bossé tout de suite ensemble, on a fait une série, L'Enfer des Pelgrims, ça s'appelle, qu'on s'est un peu planté, mais par contre on a vraiment appris à se connaître. Et puis on est très très proches, on a bossé sur Coconino World, le site de bande dessinée pendant plusieurs années ensemble, donc on se connaît par cœur. Donc lui connaît mes envies de dessin, mes réflexions, mes intentions, voilà, et moi je connais les siennes, donc les projets naissent de ça au départ, donc c'est déjà, il écrit pour moi, je dessine pour lui. Thierry lui s'occupe de l'intrigue et là c'est vraiment Thierry écrit toute l'intrigue, moi c'est très très fort pour ça, moi je m'en mêle pas du tout. Par contre on parle beaucoup des personnages avant, ça c'est vraiment important.
Et puis après, voilà, moi je fais les storyboards et je lui renvoie, et comme ça il peut réadapter l'écriture au storyboard et puis ensuite les pages. Enfin voilà. On met très très peu d'éléments futuristes en fait, parce que là l'idée c'était de faire de la science-fiction, mais aujourd'hui on a la sensation que la science-fiction c'est ce qu'on vit aujourd'hui tous les jours, chaque fois qu'un nouvel objet sort de design ou qu'une situation politique arrive, on vit dans de la science-fiction. Donc on ne voulait pas que ça ressemble au futur, mais que ça ressemble finalement à maintenant. Donc les villes, j'y touche assez peu. Par contre, je vais sur place à chaque fois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre en scène des métropoles. Ça, c'est vraiment un des buts dans Ghost Money, c'est que ça soit Shanghai, que ça soit Dubaï, que ça soit Londres. On avait vraiment envie d'un mondialisme un peu, d'un panorama de quelques métropoles. Et lui, Thierry, lui écrit donc pour l'intrigue, donc sans trop s'inquiéter de la géographie et de la topographie de la ville. Mais il y a des séquences qui sont des séquences très visuelles où là, il fantasme une mise en scène et on en parle pas mal. Et après, moi, je fais une proposition. Donc c'est assez variable. Par contre, dans son écriture, il a vraiment le scénar étant très riche et assez complexe, on ne peut pas se permettre d'avoir du gras dans le scénario. Donc on sait qu'on a peu de pages et qu'il faut qu'il y ait tant d'informations qui rentrent par page, quoi. Et si jamais, donc le scénario, là je respecte vraiment bien ce scénario de ce côté-là, parce que si jamais j'empiète sur un strip ou une case en plus sur une page, il faut que je le rattrape après. Donc là, on doit être très précis là-dessus. Et c'est bien parce que c'est un cadre qui nous oblige à être précis et pas avoir de pertes narratives, de narration inutile. Donc quand je suis par exemple là sur l'album qui se passe à Dubaï, j'ai passé 15 jours à me balader dans la ville en lisant le scénario. Et ensuite le soir à l'hôtel, je faisais le storyboard, enfin tout ça sans prendre de photos, hein, jamais. Et je rentrais à l'hôtel pour faire le storyboard en ayant en tête les lieux, mais sans photos, sans rien, parce que sinon je m'impose un cadrage et je voulais pas m'imposer de cadrage. Donc je fais le storyboard et là je cadre pour que ça soit le plus efficace narrativement. Et une fois que j'ai ça, je retourne sur les lieux avec un appareil photo pour prendre les photos avec le cadre que j'ai décidé en faisant le storyboard. Donc comme ça, je suis pas esclave des photos que je prends. Parce que sinon, j'ai essayé avant de prendre plein de photos et puis rentrer à l'atelier et puis essayer d'en construire quelque chose. Et quelquefois, il y a des photos, la photo elle est super belle, j'ai trop envie de la dessiner, puis en fait, narrativement, elle est sans intérêt. Donc ça, c'est vraiment un écueil assez dangereux. Ma grand-mère me lisait beaucoup de BD et elle était née en 1900, donc elle me faisait lire quand j'étais petit toutes les BD du début du siècle, de Winsor McCay, les Buster Brown, donc les vieilles BD du début du siècle. Donc ça déjà c'était une nourriture assez, assez fondamentale pour moi, quoi. J'ai vraiment adoré. Et puis ensuite le cinéma énormément, parce que le bande dessinée et le cinéma sont vraiment définitivement liés, autant historiquement que c'est vraiment deux genres frères et sœurs, quoi. On ne sait jamais qui commence. Par exemple, L'arroseur arrosé, c'est une adaptation d'une bande dessinée de l'époque, quoi. Donc déjà ça commence, la BD précède, puis L'arroseur arrosé arrive, et puis ensuite tout de suite la BD comprend l'intérêt du cinéma, et ça a été un jeu de questions-réponses pendant toute leur histoire commune. Moi, c'est mon inspiration centrale, principale, Otomo. C'est vraiment, Akira, c'est vraiment une révolution, c'est un changement complet, quoi. Moi, j'étais en seconde ou en première, donc c'est un moment, ça a tout changé pour toute notre génération, très clairement. Moi, c'était surtout Moebius qui était le centre, avec lequel j'ai appris à dessiner, et voilà. Et puis ensuite, en arrivant aux Beaux-Arts, vu qu'on était plein à dessiner de la BD, à se retrouver dans le même lieu, toutes les influences se sont mélangées. Donc c'est là où des copains m'ont initié à Jack Kirby, à Sienkiewicz, au manga en général et aux comics. Donc là, il y a eu plein d'influences diverses qui se sont rajoutées à mes premières influences. Ça, c'est pour la bande dessinée. Après, il y a les influences artistiques qui sont encore autre chose, quoi. Et qui sont très utiles pour la bande dessinée, quoi, parce que si
si on regarde que de la bande dessinée, on va refaire indéfiniment des ersatz de bande dessinée et ça ira pas loin, donc il faut vraiment aller chercher ailleurs, quoi. Le but de Ghost Money, c'est d'essayer de faire un portrait d'aujourd'hui. C'est de la fausse science-fiction en fait. C'est plutôt un constat esthétique d'aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'esthétique des conflits. En fait, chaque conflit a des nouvelles images. Ça m'avait marqué beaucoup étudiant avec les événements de Timisoara, quoi, qui a été un massacre télévisuel et apparemment une arnaque. Enfin, toujours ça m'intéresse, un nouveau conflit, qu'est-ce que ça produit comme nouvelles images, quoi. Et donc je passe beaucoup de temps à chercher voilà, les images technologiques de vision nocturne, de vision de drone. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a un peu un côté, pour faire la ref, je pense pas mal aussi à Tony Scott, qui n'est pas forcément un réalisateur que j'aime bien en tant que cinéaste, mais par contre que j'aime beaucoup pas vraiment techniquement, mais il comprend les images de son temps et il en fait des histoires. Et pour ça, il est très fort. C'est vraiment un plasticien du cinéma, en fait. Je ne trouve pas que ce soit forcément un très grand raconteur d'histoire, mais je ne suis pas très fan. Mais par contre, voilà, s'il fait une explosion, et il sait exactement quelles sont les nouvelles bombes et quels sont le genre de lumière que ça va donner. S'il y a une télésurveillance, ça va être les dernières caméras qui sont sorties avec tel grain. Il a vraiment un côté plasticien comme ça qui m'intéresse chez lui. Donc ça m'intéresse de faire des captures d'écran de ses films, par exemple. Là, j'en ai fait la moitié. Ça se passe en Arménie, entre la frontière arménienne et Azerbaïdjan, juste à côté du Karabakh, une ville minière un peu désaffectée de l'ancienne Union soviétique. Donc j'ai passé quelques temps. Donc là, c'est vraiment des lieux très 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 étranges. Donc voilà, ça je le finis bientôt. Il sort en septembre. Et puis après, j'ai un projet un one shot. On appelle ça un bouquin, un gros bouquin de science-fiction. Voilà. Non, là j'écris pas, là c'est avec un scénariste. Et puis après j'ai un autre one shot, un gros bouquin, mais là que j'écris un truc plus historique. Merci. Et ben j'en prie, merci bien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission spéciale Angoulême.